Alors, je vais avoir le plaisir d'animer cette deuxième rencontre. Merci à vous, Christine Peña. Merci à vous, Laurent Romeshko, de nous avoir rejoints. Alors, je vais commencer avec vous, Christine. Je vous laisse prendre le micro. Il marche. Formidable. Alors, pour ce débat autour de la manière d'informer la population, je vais commencer avec vous. Alors, je rappelle que vous présentez la météo depuis près de 40 ans, depuis plusieurs On années. avait dit pas de chiffres. On avait dit Non, pas mais de chiffre. ça commence mal. Alors, je recommence. Courant. Je rappelle que vous présentez la météo depuis un certain temps C'est ça. Vachement mieux. et depuis plusieurs années, on vous entend sur France Info. Ouais. Alors, votre particularité, Christine, c'est d'opter pour un ton que je trouve léger, un ton positif. On vous sent en gros de bonne humeur dans vos flashs. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix. C'est même un choix éditorial sur une chaîne d'information où l'information peut être très anxiogène, sur France Info. Donc, on m'a un peu pris pour ça aussi, mais ça fait partie de ma personnalité quand même. Je me force pas trop. Alors, vous avez une autre particularité, c'est le choix des mots simples. Vous Oui. avez un temps qui est assez court, mais quand on Mm. en discutait, vous me disiez, vous évoquez pas la dépression, l'anticyclone dans vos En fait, flashs. en fait, j'ai peu de temps déjà et je pense que pour parler au grand public et que ce soit compréhensible, que ce soit simple, il faut employer des mots de tous les jours, comme quand j'échange effectivement avec mes collègues, mais aussi avec ma famille ou les gens que je rencontre. Et si je les emploie, j'essaye de les expliquer aussi, d'expliquer effectivement le contexte. Mais voilà, j'ai pris le choix effectivement de parler de pluie, de vent, de ce qui est hyper compréhensible. Et je pense que c'est vraiment pour avoir plus de lisibilité dans les messages. Ouais. Et d'autant que la radio, ben, je ne suis pas comme mes collègues, je n'ai pas de support visuel. Et ça change tout. On fait appel à l'imaginaire. Voilà, donc on est vraiment proche des gens. Et d'ailleurs, souvent, moi, les gens me disent ah, mais on vous écoute, je suis dans la salle de bain. Je ne veux pas savoir. Mais, mais il y a tout de suite une proximité comme ça. Et j'adore. Non, et puis la difficulté en plus de votre métier par rapport au nôtre où on a l'image, c'est que si on ne parle pas d'une région, ben, les gens Oui. voient la météo qu'ils auront, alors que vous, si vous êtes quasiment obligé de parler de toutes les régions, Et ouais. sinon on ne sait pas le temps qu'il fera chez soi. Exactement, et c'est la difficulté, voilà. C'est vraiment la difficulté que tout le monde en France, en métropole, vraiment sache quel temps il va faire, comment ils vont s'habiller, parce que c'est vraiment ça la préoccupation, quelle température il va faire, etc., quoi. Alors, Laurent Romeshko, merci d'être venu jusqu'à Rennes, profiter de la relative fraîcheur bretonne. Vous présentez, quant à vous, Météo à la carte sur France 3. Alors, contrairement à Christine, qui n'a pas d'image, la pauvre, et qui a peu de temps, vous avez les deux. Vous avez un temps long. Est-ce que c'est votre manière, c'était votre choix d'avoir des émissions qui puissent permettre de parler sur un temps long? Alors, je vais y répondre. Oui, j'ai de la chance d'être à Rennes avec combien? 31 là aujourd'hui, je crois bien. Et alors, figurez-vous que je suis venu à l'automne dernier, au mois d'octobre, pour tourner un documentaire sur le Finistère. Et j'ai tourné pendant près de 15 jours. J'ai pas eu une seule goutte de pluie. À la fin, on se disait, c'est un peu dommage quand même, parce que dans l'imaginaire collectif, voilà, je veux dire, la Bretagne, sans un petit coin de parapluie, sans un petit coup de balai d'essuie-glace, c'est pas forcément la Bretagne. Donc voilà. Donc je suis en train de revoir ma copie sur le climat breton. Oui, alors moi, comparativement à mes consoeurs, même à Evelyne, on a l'image, nous, elles n'ont pas forcément la durée. Moi, j'ai la durée sur Météo à la carte. Alors c'est vrai que c'est un choix de départ d'avoir une formule magazine avec tout d'abord toute une série de reportages où effectivement on parle de climat, on parle de météo et on met surtout en avant des personnalités, des incarnations d'acteurs qui ont conscience de l'évolution du climat, des nouvelles conditions météorologiques et qui se disent de façon positive, il faut que je réduise mon empreinte environnementale, il faut que je m'adapte à ces nouvelles conditions. Donc toute la partie magazine nous permet effectivement
de faire passer le message. Et puis l'autre confort que j'ai, et ça c'est un véritable confort, c'est d'avoir une durée purement météo sur la dernière partie, sur le journal du temps, qui est nettement plus importante que pour Evelyne ou pour Christine. Je crois que vous êtes sur du 2 minutes, 2 minutes 30. Alors, on est sur normalement du 2 minutes. Ouais. Après le journal de Marie-Sophie, là c'est du direct. Donc si le journal est un peu plus court, on a la chance de récupérer un peu de temps. Avant le journal de 20 heures, c'est 2 minutes 45. Après le journal, c'est 2 minutes. Là, c'est enregistré pour des raisons techniques, parce que comme la météo est collée au journal, que c'est sur le même plateau, donc techniquement, c'est impossible d'enchaîner les deux. Donc, je les enregistre. Et si je déborde de 5 secondes, on me dit non, c'est trop long, tu recommences. Oui, c'est ça. Et voilà, à 5 secondes près. Ce sont ce sont des grandes discussions avec ce qu'on appelle le chef de chaîne, parce qu'il est vrai que tous les programmes doivent partir à l'heure. Il y a des créneaux pour la pub, etc. Et donc, ça, c'est important et je le comprends. Mais ce sont souvent des grandes discussions. Ils calculent, ah ben non, 3 secondes, ça va, 5 secondes, c'est trop de débord. Donc, c'est vrai que c'est bref d'être sur des durées comme ça, 2,30, 2,45. Là, sur Météo à la carte, on est sur des journaux du temps, sur des météos qui font entre 8 et 14 minutes. Alors, ça peut paraître assez long, mais finalement, on arrive tout de même à dérouler et surtout à prendre notre temps pour essayer d'expliquer les choses et puis de donner la parole également aux téléspectateurs avec des images qui nous envoient, des photos du ciel chez eux, des vidéos aussi parfois même ils jouent les reporters avec des témoignages des conditions qu'il y a pu y avoir. Donc c'est un véritable confort d'avoir cette durée. Et je voulais revenir sur la question de vocabulaire qu'évoquait Christine. Oui, effectivement, le vocabulaire simple, ça c'est très bien, mais il y a une chose, moi, que j'ai toujours expliquée, et je pense que ça sera peut-être aussi la philosophie d'Evelyne, et Myriam ne va pas me dire le contraire, parce qu'il fut un moment, il y a quelques années de ça en arrière, où quand tu es arrivé à France Télévisions, moi j'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens avec qui je travaillais, la situation météo, l'observation, la prévision, c'est pas un instant figé, c'est pas un instant T. Quand on parle du temps du lendemain, on a une histoire à raconter. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir. Et le temps qui fait le lendemain, c'est une histoire avec du mouvement. Il faut que ce mouvement soit traduit et soit perceptible. Alors, ce qui permet aussi en radio de ne pas parler de certaines régions, parce qu'on comprend bien que quand la perturbe arrive par la Bretagne et que le soir, elle sera sur Rhône-Alpes, on se doute bien que si on habite les Pays de la Loire, sauf si elle a suivi des pancartes pour passer par l'Espagne, a priori, elle devrait passer par là. Vous voyez, ça permet aussi pas mal de choses, et en tout cas, ça permet de rendre vivant et de quelque part de scénariser de cette situation météo, de cette prévision, d'en faire finalement un film. Alors Evelyne, je me tourne vers vous parce que vous avez choisi, pour évoquer ce défi de l'information, de nous montrer 2 extraits vidéo de travaux que vous avez réalisés avec TF1. Et c'est notamment ce qui se passe ici, dans les forêts. Elles jouent un rôle vital en produisant notre oxygène, mais aussi en absorbant le CO2. Elles régulent ainsi, ces forêts, le climat, ainsi que le cycle de l'eau, en permettant notamment aux nappes phréatiques de se recharger, ce qui évite bien évidemment les sécheresses. Mais depuis des siècles, nous abattons beaucoup trop d'arbres pour les transformer en terres agricoles ou agrandir nos villes. On a déjà déboisé 40% des forêts de la planète, notamment dans les zones tropicales où chaque minute, la forêt perd l'équivalent de 10 terrains de football. Alors, 2e extrait vidéo à vous montrer, c'est assez court. Justement, à propos des températures, le mois d'avril a été chaud, on s'en souvient, avec d'ailleurs un excédent de 2,3 degrés au-dessus de la moyenne. Et puis, figurez-vous que ce mois d'avril monte sur le podium à la 3e marche des mois d'avril les plus chauds depuis 1900, s'il vous plaît. Derrière 2007 et 2011, ce sont des années qui ne sont pas si loin que ça. Allez, tout de suite le journal et l'on retrouve Jean-Baptiste Boursier. C'était Jean-Baptiste ce soir-là et non pas Gilles. Racontez-nous.
Vous êtes sur une mise en situation, on vous voit au milieu d'une forêt tropicale. Qu'est-ce que vous attendez? C'est marquer les esprits? Oui, tout à fait. J'étais pas dans la forêt tropicale on n'y a pas été. Non, non, on fait ça. Alors, c'est avec un journaliste de chez nous qui s'appelle Yannick Ezard et avec lequel on fait de temps en temps des reportages comme ça. Alors, c'est très, très long et difficile techniquement à faire parce que c'est avec de la réalité augmentée. Et donc, c'est pour justement frapper aussi les esprits. Là, c'était sur la déforestation et les conséquences. Et donc, ça, je pense que c'est vers cela dont on va se tourner petit à petit. Alors ça, c'était pas dans la météo, c'était un des sujets, un reportage passé dans un journal de 20 heures et qui a été primé d'ailleurs pour la qualité de ce sujet. Il était beaucoup plus long que ça, parce qu'il y avait il y avait l'eau aussi, problème avec l'eau, etc. Et moi, j'étais sur le problème concernant la déforestation. Et les chiffres sont parlants, en plus. On a un autre document qui s'est affiché qui montre cette carte de prévision d'août Oui. 2050. Donc, c'est une prévision qui avait été formulée d'abord en 2014, puis en 2022. Alors, je pense qu'on va se passer de commenter cette carte. Pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix, justement? Alors, ça tombe à point nommé, je trouve, aujourd'hui d'ailleurs. Alors en fait, c'était en 2014, c'était à propos de la COP 21 où l'OMM, l'Organisation mondiale de la météo, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin météo de ce que serait dans son pays la météo un jour de canicule en 2050. Et donc, évidemment, je n'ai pas inventé les chiffres que vous voyez de température, c'est Météo France qui avait travaillé dessus. Et j'avoue que quand ils m'ont envoyé, on était en 2014, quand ils m'ont envoyé les chiffres des températures, je leur ai dit, mais attendez, 40 degrés à Paris, 43 degrés, non mais ça va la tête? Et ils m'ont dit, bah oui, nous, ce sont les projections que l'on fait. Et puis, en 2022, j'ai dit, tiens, si on recommençait, vous continuez vos projections, bien sûr. Et voilà la carte qu'ils m'ont sortie. Et je dois dire qu'elle a été. Et 2022, on a vu ce matin, 18 juillet 2022, 40 degrés. Vous avez vu la carte de la Bretagne avec des 40 degrés déjà dépassés. Ça veut dire que on a dépassé les prévisions pour 2050. À Paris, record absolu, 42 degrés 3 que l'on a déjà eu. Donc, et là, on a, je crois, du 49 degrés. Je suis un peu myope, donc je ne vois pas jusqu'au. Du 48 degrés pour Nîmes. Et je dois vous dire qu'ils m'ont dit on ne le met pas psychologiquement, mais les 50, il risque d'y être. Voilà. Donc, ça montre bien, regardez la différence en Bretagne. Alors, ce qui est très intéressant aussi, quand on a sorti cette carte en 2022, c'est qu'il y avait pas trop de différence, moins, disons, de différence de température sur les régions de l'Est que sur les régions de l'Ouest, et notamment sur la Bretagne. Et ça, c'est le réchauffement. Et là, ce que l'on vit actuellement, d'ailleurs, ce matin, une phrase a été dite que l'on peut rapprocher de ceci. Il a été dit que ce que l'on va vivre, ce que l'on vit et ce que l'on va vivre sans doute ces prochains jours correspond. Alors, en relation par rapport à un mois de mai, à un mois de juillet, à ce que l'on a vécu en juillet 2022 en Bretagne. Cette phrase a été dite ce matin, à toute proportion gardée, bien évidemment, parce qu'on en mai, c'est pas l'été, et c'est au mois de juillet. Donc, ce qui veut dire quand même que tout ceci est... Maintenant, comment pouvoir dire qu'il n'y a pas de changement et de réchauffement climatique? Parce que ça, là, ce sont peut-être des prévisions, mais on est aussi devant des observations. Tout ce que l'on a vu au fil de ces heures, ce sont des observations. Donc voilà. Et juste 2 mots pour celle d'avant. C'est notre planète. Donc, ce sont des séquences que l'on a où l'on donne de temps en temps des informations. Séquences TF1 dans nos bulletins et dans les journaux. Là, vous parliez de la deuxième vignette vidéo. Voilà, de la deuxième. Merci. Je reviens avec vous, Christine. Je vous laisse rattraper le micro. J'avais une question sur le choix des mots. On évoquait tout à l'heure votre ton, votre bonne humeur. Moi, je voulais savoir si dans votre
évolution de carrière, vous aviez changé votre manière de parler. Est-ce qu'on peut toujours dire il fait beau? Est-ce qu'on peut toujours dire que c'est une bonne nouvelle parce que le soleil revient? Est-ce que vous faites attention à tout ça ou est-ce que quand même vous vous laissez porter un petit peu? Non, effectivement, on ne peut plus parler comme on parlait avant. On ne peut plus faire effectivement voilà, aussi léger parce que à plus de 40, on n'a pas envie de le vivre et surtout on va difficilement le supporter, voire pas du tout. Donc quand on se projette comme ça, c'est vrai que ça fait peur. Et moi, ce que je voudrais pas, et c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on agisse, mais je voudrais pas que les générations futures disent mais ils savaient, ils étaient au courant, ils n'ont rien fait. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que moi je trouve qui est important, et je le rappelle souvent quand on dépasse comme ça les valeurs de saison, je les rappelle ces valeurs de saison sur certaines villes emblématiques, certaines régions. Histoire de. Parce qu'on dit oui, 5 degrés, on est au-dessus des valeurs de. Mais à combien? Et des fois, c'est. On remet des faits finalement. Ouais, voilà, pour que ça rentre un peu dans les esprits. Ouais. Et puis alors, moi, il y a un mot que je ne prononce plus, c'est il fait beau, parce que du beau temps pour certains, c'est du très mauvais temps pour d'autres. Je prends l'exemple en été, quand il fait beau, donc pour moi, il y a du soleil, il y a de la pluie, mais il fait beau, évidemment, pour les vacanciers, pour les hôteliers, mais quand les terres sont sèches, et justement, on en parlait aussi, on a dit beaucoup de choses et c'est passionnant, toutes ces informations qui nous sont données. Mais quand la terre est sèche, là, des plantations, des semences ont été faites. Alors évidemment, là, on est dans un contexte quand même très particulier en ce moment. Mais sinon, quand on est en période de sécheresse, c'est une catastrophe pour l'agriculture. Donc le beau temps pour certains ne l'est pas pour d'autres. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, tous les deux, Evelyne, mais l'une des évolutions aussi de votre métier, je me tourne vers vous, Laurent, c'était sur les évolutions des alertes vigilance. Donnez le micro, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui n'existait pas. Evelyne le rappelait tout à l'heure. C'est apparu après la tempête de 99. C'est ensuite apparu après la canicule de 2003. Est-ce que vous jugez ces alertes indispensables aujourd'hui? Ah bah oui, c'est plus qu'indispensable. Ça permet, alors non pas d'alléger la facture pour les assureurs, ça c'est un autre sujet qui est très compliqué d'ailleurs, mais en revanche, ça permet effectivement de préserver les personnes. C'est vrai qu'on a tiré à chaque fois les enseignements. Ça a été le cas après la tempête de 99. Certes, il y avait un process de vigilance qui était mis en place, mais qui restait, qui n'était pas communiqué au grand public. La communication au grand public, c'est arrivé après la tempête de 99. Et là, on en voit bien les bénéfices parce que les 26 et 28 décembre, lorsque Lothar et Martin sont passés, je crois, de mémoire, je crois que le bilan est de pas loin de près de 100 morts. Je crois que c'était 92 victimes au passage des deux tempêtes. Et on se rend compte que quelques années plus tard, Lothar Martin, Klaus, je crois, c'était 2004 ou 2009, je ne sais plus. Et donc, qui a été une tempête qui a été d'une puissance finalement sensiblement identique. Elle a emprunté un autre parcours en entrant par le sud-ouest, mais on se souvient que ça avait ruiné l'ensemble de la forêt landaise. Et en tout cas, la cyclogénèse qu'il y avait eu au moment du passage de Klaus, c'était aussi puissant que les tempêtes de 99. Mais on avait le système de vigilance. Et là, je crois qu'il y a eu des victimes. Je crois que c'était une quinzaine au moment du passage de Klaus. C'est 15 de trop, mais en tout cas, on le voit bien, le bilan humain était beaucoup moins lourd au passage d'un système qui était sensiblement équivalent. Donc oui, les vigilances ont un rôle qui est primordial, c'est véritablement protéger les uns et les autres de ce type de phénomène. Ça a été pour les phénomènes tempétueux. Et alors effectivement, la canicule, durant l'année 2004, après la canicule de l'été 2003, il y a eu la mise en place de la vigilance canicule et c'est de plus en plus justifié aujourd'hui puisque les épisodes malheureusement se multiplient. Même type de phénomène pour après le passage de Xynthia avec la vigilance
vagues, submersions. Voilà, et il a fallu que ces événements se produisent pour qu'on en tire les leçons et qu'on mette en place le dispositif. Mais là, ce sont des mises en place qui sont primordiales. Et plus tôt on les communique, nous, à l'antenne, et là, je trouve que je le partage avec mes consoeurs, mes confrères, mais je trouve que le process est plutôt bien huilé, bien rodé. Et c'est vrai qu'on est averti très rapidement et on arrive à relayer l'information et à la réactualiser véritablement très rapidement et de façon très Et, efficace. excuse-moi, mais moi, j'aimerais bien faire une petite parenthèse pour tirer un coup de chapeau aux présentateurs et aux prévisionnistes de météo. Parce que déclencher une vigilance, des fois, c'est limite. Nous, on en parle à partir des vigilances oranges. Et notamment pour la neige. À 1 degré près, l'Île-de-France est couverte de neige où il n'y a pas de neige du tout. Et pour eux, la responsabilité, non seulement c'est pour les biens et les personnes, mais c'est aussi financièrement, parce qu'il faut saler, il faut sortir les saleuses et tout ça. Et des fois, quand, même j'avoue, les journalistes me disent « Oh bon, ta vigilance, finalement, c'était pas si costaud que ça. » Mais c'est tellement difficile, ils ont un métier tellement difficile par rapport à cette responsabilité qu'ils ont. Et c'est vraiment souvent à 1 degré près. Oui. Et puis, il joue aussi la crédibilité du système de vigilance, c'est-à-dire que vous comprendrez aussi bien que moi, malheureusement, plus on en déclenche, voilà, moins on y fait attention quelque part. Et si trop souvent c'est injustifié, on finit, le citoyen, le téléspectateur finit finalement par ne plus y accorder d'attention. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu dangereux. Moi j'ai souvent entendu des reproches, alors ça arrive très souvent sur des épisodes méditerranéens, sur des épisodes cévenols, où là, l'enclenchement en vigilance orange, parfois même rouge, et d'un point de vue météorologique, est justifié. Mais vous le savez aussi bien que moi, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement localisés. Et si la supercellule se développe sur un secteur où en aval, finalement, il n'y a personne, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de victimes, on entend dire « Ah, bah, vous avez enclenché une vigilance rouge Et on pour vous loupe rien ». pas. Et donc là, la responsabilité des prévisionnistes, c'est vrai qu'elle est assez importante. Et je pense que dans leur décision, la façon dont c'est perçu et dont ça peut être justifié, ça doit peser énormément. Donc il faut un boulot avec une forte responsabilité. Et dans ces cas-là, on vous loupe pas en plus, ni vous, ni les prévisionnistes, ni nous les médias qui Bah, relayons ces je alertes. l'ai- On l'entend. Alors, Vous oui, avez alors moi, les fait peur pour reproches, rien. je les ai toujours entendus. Quand la prévie est pas mal et tout, les compliments, alors peut-être qu'ils vont quelque part, c'est peut-être Evelyne qui les reçoit, les compliments. Moi, ils sont jamais arrivés jusqu'à moi, mais effectivement, voilà, vous vous êtes encore trompé, on l'a beaucoup entendu, on l'entend encore aujourd'hui. Mais le formidable, vous aviez vu juste, c'est plus rare, hein. T'es d'accord? Oui, non, c'est évident. Mais c'est vrai que nous, en plus, on est dans un milieu journalistique. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Une vigilance est déclenchée, sauf que là où le pire se passe, c'est un endroit où il n'y a personne. Donc, fort heureusement, il n'y a pas de victimes. Mais pour les journalistes ou pour les autres personnes, oh bah oui, ils ont déclenché une vigilance et puis finalement, il y a pas grand-chose. Et maintenant, c'était intéressant aussi de savoir que maintenant les vigilances, parce que c'est vrai que quand c'est un département, la difficulté, c'est que, alors, mieux vaut plus que moins hein, pour prévenir, mais c'est vrai que souvent, le phénomène, d'abord, il ne s'arrête pas simplement au département, hein, des fois, ça déborde, et c'est vrai que souvent, c'est très, très localisé. Pour les stratégies de communication un petit peu, je me retourne vers vous, Christine, parce que il y a quelque chose qui avait été tenté par France Info, qui était une petite vignette autour des bons gestes pour la planète. Geste éco, oui. Exactement. Et cette vignette, elle a été. Vous nous la présenterez, et puis elle a finalement été abandonnée. Alors, racontez-nous, vous disiez quoi et pourquoi est-ce que ça a été. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, les médias, on se doit d'être sur ce sujet et d'aborder effectivement les changements climatiques, les nouveaux comportements adoptés, etc. Donc on s'est dit, ben voilà, alors la météo, en fait,
on est très éloigné, hein. Mais bon, il y a un lien et donc je donnais un geste, voire 2 gestes échos par matinée. Et en fait, c'était, voilà, ça serait bien que, sans culpabiliser, mais c'est vrai que à trop parler au grand public, à dire attention, faites ci, faites ça, etc., on culpabilise les gens, alors qu'on sait très bien que bah, c'est une histoire collective, il n'y a pas que le grand public. Alors évidemment, tout ce qu'on fait nous à notre échelle, même si on a l'impression que c'est rien, il faut absolument y aller. On a un petit peu abandonné ça d'ailleurs, moi je trouve, mais il faut que les pouvoirs publics, il faut que tout le monde, les entreprises, etc., que tout le monde effectivement prennent aussi ce pas-là parce qu'on n'ira nulle part sinon. Donc finalement, on l'aborde autrement, mais c'est vrai que en fait, en ce moment, ce contexte compliqué, c'est pas que cette question climatique et du changement a été abandonnée, c'est que elle, elle passe après les conflits que l'on connaît, les guerres, etc. Et c'est un peu rétrogradé en fait dans les priorités. Je crois que c'est plutôt ça. La météo, en plus, c'est un sujet réputé léger, qui n'est pas clivant, qui est facile, entre guillemets, qui se mue un petit peu dans toutes les conversations. Est-ce qu'il faut qu'il le reste? Mais oui, parce que ça nous concerne tous, hein. On est vraiment, enfin, c'est le sujet dont on parle tous. Moi, j'adore échanger avec tout le monde sur cette question de météo parce on a souvent des mêmes ressentis. Ou alors, moi, je me nourris de ça. Mais en même temps, c'est le programme qui reste, et on en parlait tout à l'heure avec les applis, c'est le programme qui reste encore le plus écouté. Et je sais que, enfin, j'entends souvent, c'est même un marqueur pour eux. Voilà, à partir de, c'est comme s'ils avaient besoin que je confirme ce que déjà ils ont vu sur leur téléphone et partout. Et souvent d'ailleurs, quand les indices de confiance, parce que ça, les applis ne le donnent pas, quand les indices de confiance sont très peu élevés, hein, de 2 sur 5 par exemple, je le dis, je peux le dire. Sur votre téléphone, je sais, c'est marqué ça, parce que je regarde moi aussi. Mais attention, l'indice de confiance n'est pas très élevé, donc ça pourrait changer les jours prochains, on se tient au courant. Question pour vous, Laurent, mais je vous inviterai à y répondre après si vous le souhaitez. Euh, on va parler des climato-sceptiques. Comment est-ce que vous faites, vous, face aux personnes qui viennent finalement nier les évidences? Je peux être d'une grande violence. Euh, alors, il y en a eu beaucoup, il y en a eu moins, et ils sont de retour, hein. Alors, pardon? C'est ça, oui. Et alors bon, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique avec la nouvelle élection du président américain, à mon avis, est certainement pour quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu le summum et où on les entendait, les climato-sceptiques. Je pense que ça a été ça a été à Copenhague pendant la COP en 2009, où là, effectivement, les micros ont été tendus vers ces gens-là et voilà, on les entendait et certains les ont même parfois écoutés. Et depuis quelque temps, c'est vrai que voilà, il y a toujours ce discours. On parlait des commentaires qu'on pouvait avoir des téléspectateurs. Ça arrive parfois. Alors les leviers, on les connaît, on sait un peu quel est le discours des climato-sceptiques, sur quoi ils interviennent. Alors, bien entendu, la négation, je ne sais pas si on peut dire le négationnisme dans ces cas-là, du réchauffement du climat, mais certains climato-sceptiques admettent que le climat se réchauffe, mais ni que l'homme soit responsable de ce réchauffement. Le réchauffement d'origine anthropique, ça, il l'écarte complètement. Il y a cela. Bon, on a toujours les arguments pour expliquer qu'ils ont tort. Il y a ceux également qui se disent, mais oui, le climat se réchauffe, mais la variabilité naturelle du climat a toujours existé. Là également, il y a les arguments qu'on essaie de développer. C'est vrai qu'au bout d'un moment et au bout de tant d'années, c'est vrai que c'est un petit peu usant de rappeler toujours les mêmes mécaniques, c'est-à-dire de dire
Bah oui, effectivement, fut une époque, ça s'est réchauffé, mais le réchauffement s'est effectué, ou le refroidissement s'est effectué sur 10 000, sur 20 000 ans. Là, ça s'effectue sur 150, 200 ans. Bon, quand on ramène à l'échelle de temps et qu'on explique pourquoi cette rapidité est tout à fait inédite, et c'est une première, là, effectivement, on arrive à contrer les propos. Et puis après, il y a les climato-sceptiques qui tiennent un autre discours, qui disent bah, de toute façon, on ne peut rien faire, on ne peut que subir, ou alors qui vont aller trouver les arguments pour contrer les solutions qui peuvent être apportées. Alors, ce sont ceux aussi qui vont trouver moult défauts, par exemple, au développement de l'électrique. Voilà. Et sur le développement du véhicule électrique, ils vont trouver plein d'inconvénients et ils vont bien trouver les bons arguments pour dire que, en fait, ça va à l'encontre de ce qu'on essaie de réduire. Donc, ils sont encore présents assez souvent. Donc là, il faut prendre du temps, il faut de la pédagogie, il faut essayer de désamorcer tous ces propos, mais leurs arguments et les leviers, on les connaît, sont toujours les mêmes. Mais en même temps, malheureusement, ce type d'événement qui se produit en ce moment avec cette vague de chaleur sur l'ensemble de la France, voilà, je veux dire, c'est un bon argument à leur opposer. Merci à tous les trois. Je vous avais promis de garder du temps pour les questions du public. Alors, je voulais savoir s'il y avait des personnes. Oui. Oui, oui je voulais vous poser une question. Je suis un ancien météo professionnel et donc je trouve que ceux qui ont fait de la prévision, qui font de la prévision, c'est des fois très difficile quand la prévision n'est pas ce qui était attendu. Mais je trouve que c'est une force et je trouve que les anciens prévisionnistes, c'est un métier passion. Et justement, que ça soit très difficile à faire, je pense que c'est ce qui nous fait aimer ce travail. Est-ce que vous avez le même sentiment? Oh bah, c'est évident, hein, c'est ce que je crois que je viens de le prouver en vous disant que je leur tirais un coup de chapeau, parce que ce qu'ils font, parce que bah, justement, c'était intéressant aussi l'IA par rapport à tout ce qu'on a entendu sur les prévisions et l'IA. Bon, et finalement, moi j'en discute, je pense que maintenant ils commencent un petit peu à regarder de temps en temps l'IA, mais c'est comme pour les différents modèles. C'est ça la difficulté aussi de leur travail. Parce qu'il est évident qu'au fil des années, les prévisions s'affinent. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec ce qu'on appelle des modèles. Vous avez le modèle français, le modèle américain, le modèle anglais, européen, etc. Alors, je sais, quand on fait les briefings, ils me disent, bon, tous les modèles sont d'accord, pas de problème. Et c'est ce qui fait souvent l'indice de confiance de 4 sur 5. Mais quand les modèles ne sont pas d'accord, c'est à eux de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et notamment dans des situations qui sont tout à fait critiques, où on risque de déclencher une vigilance. Donc, ce sont des métiers passion. Alors, il faut savoir quand même que ce sont les prévisionnistes, ce sont des bacs plus 5, 6, 7 3. Oui. Non, voilà. Donc, ce sont des études quand même très poussées. Alors, c'est vrai que maintenant, les prévisions, il y a des calculs, des ordinateurs qui font les calculs et tout, mais la main de l'homme est là et je pense qu'elle y sera toujours. Et que moi, une fois de plus, je leur tire toujours un coup de chapeau, même si c'est leur métier, c'est leur boulot, hein, chacun son boulot, comme on dit. Mais c'est quand même une passion aussi, je crois, pour eux. Et ils le font très bien. On a vu d'ailleurs des jeunes, moi j'ai des jeunes qui sont venus me voir en me disant bah, c'est une passion pour moi, j'ai envie de faire ce métier. Et c'est un beau métier d'être météorologue et puis de présenter aussi la météo d'ailleurs. Non, le truc est absolument formidable, c'est que c'est une science, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années d'ailleurs, de faire admettre que la météorologie était une science, c'est une science. Elle n'est pas exacte complètement, mais c'est une science. Bien entendu, on se base sur ses prévisions et là, la techno nous a apporté considérablement. Le développement informatique a permis la rapidité de calcul. Mais ce qui est absolument formidable, c'est qu'il y a
toujours, même en 2026, et ce sera le cas même avec l'intelligence artificielle dans les années à venir, il y a toujours pour le prévisionniste ce petit plus, cette interprétation humaine qui est indispensable. Nous qui travaillons, Evelyne et moi, avec Météo France, c'est vrai que le contact téléphonique avec le prévis à Météo France, alors, on a tout, on a les cartos, on a les ISO, les pré-ISO, on voit comment est la situation, mais on a besoin de cette interprétation humaine, de cette sensibilité supplémentaire. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, la beauté de ce métier. Même si technologiquement, c'est hyper pointu, il y a toujours besoin. Vous savez, c'est un petit peu comme le bon médecin. Il y a les bonnes radios, les IRM, le machin, mais il y a aussi le feeling et le prévisionniste. Je peux vous dire que très souvent, c'est un bon médecin de famille. Puis alors, pour en rajouter une toute petite couche, c'est vrai que, par exemple, pour l'exemple concret de là, cette vague de chaleur qui nous arrive dessus, jeudi dernier, donc c'était très en amont, j'ai discuté avec un prévisionniste de Météo France et je lui ai dit, bon, est-ce que on sera en vigilance canicule, parce que ça serait quand même inédit. Et c'est là que le facteur humain, effectivement, intervient. C'est qu'il m'a donné son avis à lui, qui n'était pas forcément l'avis de tout Météo France. Mais en tout cas, lui, voilà, il m'a dit, et on n'était que jeudi, voilà, ça sera en jaune. Moi, je pense qu'il y aura une vigilance jaune, au moins dans le sud-ouest. Mais voilà, pour lui, on n'irait pas jusqu'à cet épisode inédit du orange. Donc, on verra s'il avait raison ou pas. Je ne donnerai pas son nom, hein. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Ouais, alors c'est plutôt une question remarque. En gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les présentateurs météo, et d'ailleurs merci beaucoup pour ça, arrivent vraiment à vulgariser justement ce côté réchauffement climatique et passer cette information aux téléspectateurs. Par contre, je trouve qu'au niveau des médias, des fois, il y a un peu une décorrélation. Par exemple, on va beaucoup mettre en avant, lors de périodes estivales, justement, les ventes de glace, etc. Je crois que c'était début du mois de mai, quand il a fait un peu plus frais, tout de suite on parle limite de vague de froid. Du coup, j'ai l'impression que auprès du grand public, il peut y avoir quelque chose d'assez flou par rapport à ça. Et des fois, les présentateurs météo peuvent dire à l'oral, bah voilà, là on est 4-5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Je trouverais ça hyper intéressant de l'intégrer directement sur des cartes météo. Alors c'est vrai que c'est pas fait. Sébastien le fait. Oui, c'est vrai que Sébastien le fait, ouais. Et on en parlait ce matin par rapport à l'outil présenté d'Infoclimat. Et ce serait vraiment un bon repère, je trouve, pour le grand public. Et peut-être pour réduire aussi cette part de climato-sceptique. Là, c'est de la data factuelle. OK, là, on a l'impression qu'il fait froid, mais en fait, on est tout simplement dans les normales de saison. Alors, c'est souvent une question de temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu as peut-être le temps de le faire. Tu as une météo très longue. Moi, j'ai une météo très courte. Alors, ça n'est pas écrit, mais c'est dit. Moi, combien de fois je dis on est 4 degrés au-dessus des normales. Ça, c'est systématiquement dit. Parce qu'en plus, c'est une information hyper importante parce que ça donne une relation de ce que l'on vit par rapport à la normale. Et effectivement, on n'a pas... Et puis, vous savez, je vais vous dire, sur une météo très courte, trop d'infos tue l'info. Donc, on le dit, ça frappe les esprits. Mais si vous avez... On ne peut pas faire trop de cartographie et tout. Donc, on le fait peut-être, par exemple, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Notre planète, où on fait un bilan. On avait fait le bilan du mois d'avril. On peut faire un bilan. Là, il montait sur le podium, donc c'était autre chose. Mais j'ai fait une autre fois un bilan sur certaines villes qui étaient tant de degrés au-dessus des normales de saison. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est le temps que l'on a. Et toi, tu vas sans doute répondre peut-être de façon différente, mais en tout cas, c'est dans la parole. Non, je répondrai de la même façon, mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que ces points de référence, il faut que ça fasse partie aussi de notre narratif quand on expose le temps qu'il va faire. Et puis montrer aussi que
voilà, je veux dire, les événements que l'on traverse, qu'on va traverser, qu'on évoque dans la prévision, expliquer que effectivement, ce sont des événements qui ne se seraient pas produits dans un contexte de dérèglement. Il faut vraiment qu'on se l'approprie, que ça fasse partie de notre narratif pour que le message passe au cours des bulletins météo. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose absolument nécessaire. Mais et alors, je pense qu'on est, on va pas se lancer de fleurs, mais c'est vrai que notre rôle, le rôle des prévisionnistes, c'est très important. Je pense que nous aussi, parce qu'on a, on a une vue d'ensemble tout de même de la situation météo et climato, mais on n'a pas non plus, même si on est convaincu du bien fondé du sujet, on n'a pas cette image de militant non plus. Vous voyez, quand on parle de climat, quand Evelyne parle de climat à la télévision, c'est pas Hugo Clément qui parle de l'évolution du climat. On ne peut pas la reprocher d'être militante. Donc, il y a une crédibilité qu'ont les présentateurs, les journalistes météo, et je pense qu'il faut qu'on en use et peut-être même qu'on en abuse parce que c'est pour la bonne cause. Et très rapidement, c'est vrai que en fait, Je suis désolé, je vais vous couper, mais ok, Oh non, il a commencé. Non, non, non. je voulais c'est juste parce dire qu'il y a d'autres. très rapidement, c'est vrai que Evelyne Deyel fait particulièrement, mais en fait, je trouve ça trop inégal par rapport à certains présentateurs météo qui ne le font pas forcément, et ça mettrait juste en fait peut-être une norme ou un nouveau langage auprès du grand public, mais c'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être Merci. venus jusqu'ici. Merci.